Il est 8h33, merci d'être avec nous, c'est ici que ça se passe, vous le savez, interview politique le matin entre 8h30 et 9h sur Sud Radio, avec comme invité ce matin Nicolas Dupont-Aignan, qui est député de l'Essonne bien sûr, et président de Debout la France, 0826 300 300. Vous réagissez après les infos de 9h sur tous les sujets de l'actualité, c'est chez vous. Ici, c'est chez vous. Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Nous allons parler évidemment du budget, nous allons parler du prix de l'électricité, mais je voudrais commencer sur le coût de la vie, qui est la préoccupation principale des Français. Le prix des carburants. Les distributeurs vendront à prix coûtant. Alors, je précise que ça représente le prix coûtant, enfin ça ne concerne que à peu près 4000 stations sur 11 000, hein, il faut bien le savoir. Alors, prix coûtant, ça veut dire quelques centimes de moins, entre 2 et 4 centimes. Une initiative qui durera, elle sera réévaluée ou adaptée pour tenir compte des conditions d'approvisionnement et de l'implication attendue des pétroliers, c'est ce que disent les distributeurs. Quels efforts doivent faire de leur côté les pétroliers, Nicolas Dupont-Aignan ? Alors deux choses. D'abord, prix coûtant, ça ne veut rien dire. Prix coûtant du distributeur ? Oui, du distributeur qui achète à un prix et qui revend au même prix. Mais comme le distributeur est celui qui fait le moins de marge, oui, c'est très habile de la part du gouvernement. Il fait croire aux Français qu'il y a un effort énorme qui est demandé aux pétroliers. Pas du tout, c'est le distributeur qui a une toute petite marge. Oui. Le vrai problème aujourd'hui, c'est les surprofits colossaux des compagnies pétrolières qui s'expliquent par ce qu'ils appellent la marge de raffinage. Oui. Qui a été multipliée par 5 entre avril et août. C'est pas moi qui le dis, c'est le journal Le Parisien, qui n'est pas susceptible d'être pour moi. Ça représente 15 à 20 centimes par litre. Et c'est là où moi je demandais au gouvernement d'agir. Mon plan pour réduire de 30 centimes le prix de l'essence de manière raisonnable, c'est récupérer ces 15 centimes sur les pétroliers qui alimentent leur surprofit. Et deuxièmement, supprimer la TVA sur la taxe, puisque nous sommes l'un des seuls pays, vous le savez, qui taxe une taxe. Ça représenterait 15 autres centimes. 6 milliards de coûts pour l'État. Oui, ça fait entre 10 et 15 centimes. 15 centimes d'un côté, 15 centimes de l'autre, on serait à 30 centimes, ce qui représenterait un peu le prix des pays européens voisins. Ou même si ça a augmenté dans les pays européens, j'ai regardé les chiffres, hein, notamment en Italie où c'est plus cher qu'en France, et notamment en Espagne, Portugal, Espagne, ils sont moins chers. Et je crois qu'il faut dire la vérité aux Français. Moi, je ne vais pas faire de la démagogie à dire on va baisser énormément le prix du pétrole. C'est pas possible. C'est pas possible. En revanche, il est inacceptable que d'un côté les pétroliers fasse des surmarges, et il est inacceptable que l'État taxe 2 fois. Moi, c'est tout ce que je demande. Est-ce qu'on peut revenir à quelque chose de raisonnable, qui permettrait quand même d'alléger 30 centimes par litre, ce qui serait pas négligeable pour ceux qui roulent beaucoup, ce qui serait une vraie solution. Pour moi, c'est le bon compromis. D'ailleurs, c'est le compromis, figurez-vous, qu'on avait trouvé l'automne dernier, et qui a été abandonné par le gouvernement. Et il faut pas oublier de dire que ces 6 milliards, il les a récupérés grandement avec l'inflation sur la TVA. Hein. Il a récupéré 20 milliards. Donc 20 milliards moins 6, recettes ça va. TVA, elles ont depuis le début, 9 milliards. 9 milliards, les recettes TVA. Marge des raffineries. Il y a 7 raffineries en France. Hein. Oui, mais vous savez ce qui s'est passé aussi. 4 total, 2 Esso et une Petro-Ineos. Alors vous savez aussi pourquoi il y a la marge à augmenter. Pourquoi ? 2 raisons. 3 raisons pour moi. Une première raison, quand même, ils se gavent. Ils en profitent. Oui. Il n'y a qu'à voir les profits. Deuxième raison quand même, il faut être honnête. Oui. Mais ça, c'est la conséquence de la politique des raffineurs. Ils ont fermé les raffineries. Ce qu'on ne dit pas assez sur la hausse des prix que nous vivons dans notre pays depuis 2020, c'est les conséquences de cette fameuse délocalisation, mondialisation qu'on nous présentait magnifique, faisant baisser les prix parce qu'on importait tout de Chine ou d'Inde. Eh bien oui, mais comme on s'est privé, on a des goulots d'étranglement, ils ont le pouvoir, et nous sommes dépendants. Comme on a fermé des raffineries, problème. Et dernier point, c'est le conflit en Ukraine. Donc Total nous vole. Total, je dirais pas que Total nous vole, mais Total abuse de la marge de raffinage. Et c'est à l'État, là, pas de concerter, de demander les rapports de prix et de bloquer. On peut bloquer. Pourquoi il ne le veut pas ? Expliquez-moi pourquoi il ne le veut pas. Je ne sais pas.
Bien, les prix d'électricité. Nous allons reprendre le contrôle des prix de notre électricité, a dit Emmanuel Macron dimanche soir. C'est nouveau, hein. C'est une sorte de Frexit électrique qui se prépare apparemment, hein. La France n'attendra pas la fin des discussions européennes sur le sujet. Donc, c'est ce que dit encore le gouvernement, c'est un coup de force. Nous allons nous-mêmes fixer nos prix. Discussion européenne sur la réforme du marché de l'électricité. L'Allemagne, on le sait, s'oppose toujours à la France. Il y a un sommet franco-allemand les 9 et 10 octobre. Et le 17 octobre, il y a une réunion importante sur le prix de l'électricité. Apparemment, ça doit vous satisfaire. Je le réclame depuis des années. Maintenant, j'attends de voir, puisque le maire, monsieur le maire, pour être poli, oui. En septembre 2021, il y a 2 ans, disait exactement ce qu'a dit le président de la République. Il disait, ce marché est absurde, on paye le prix de l'électricité aligné sur le prix du gaz, il faut revoir ça, je vais revoir ça. Depuis 2 ans, il y a des négociations mais attendez, qui n'aboutissent pas. L'Espagne et le Portugal ne sont pas sortis, c'est vrai, ils ont suspendu, mais ils ont obtenu une dérogation de Bruxelles. Ça fait mais nous, on veut aller plus loin, là. Non, mais ça serait magnifique. Moi, j'attends de voir. Tant que je le vois pas, je le crois pas. Bon. Mais ce qui est sûr, vous avez raison. On parle du fond. Oui. Parce qu'avec Macron, désolé, j'ai été habitué au un pas en avant, 2 pas en arrière. Donc j'attends de voir. C'est très politique, ça. Bah oui, mais je regarde ce que de tous les côtés. Ça fait 2 ans que j'attends. Et pendant ce temps-là, les Français surpayent. Et les entreprises crèvent. Les artisans, les boulangers, il y en a un qui s'est suicidé, vous avez vu. Oui, alors là, je vais y revenir parce que... Non, je sais pas. Enfin, en tout cas, les boulangers et les artisans ont du mal. Beaucoup de mal. EDF vend, et vous le savez bien, vous en avez assez parlé ici, à 42 € le mégawatt à des opérateurs privés qui revendent entre 120 aujourd'hui et à un moment jusqu'à 250. Jusqu'à 250. Exactement, parce que c'est plafonné à 280. Oui, 280. Ce que je demande, 2 choses, soyons clairs. Allez-y. C'est que moi je demande qu'on revienne à un prix national unique de l'électricité pour que on profite de la rente nucléaire. La CRE, l'autorité de régulation de l'électricité, a estimé que le prix EDF était de 60 €. Oui. Bon, EDF voudrait un peu plus pour payer ses investissements, l'État va définir le prix. Allez, admettons 80. Oui. On pourrait sortir une électricité à prix unique en France à 80 € qui permettrait d'investir dans le nucléaire et qui ferait que la facture serait allégée au moins de 50%. Mais je sais, nous allons voir. On peut le faire demain matin. Nous allons voir, Nicolas. Alors, oui, mais ça veut dire quoi, Jean-Jacques Bourdin? Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous applaudirez le gouvernement, vous applaudirez Emmanuel Macron, vous direz bravo Emmanuel Macron. Mais s'il le fait, je le ferai. S'il obtient, mais je suis honnête. Oui, s'il le fait. J'ai toujours été honnête dans ma vie politique, je serai honnête. Mais je vais vous dire ce que ça veut dire. Oui. Qu'on ne me fasse pas une embrouille à la fin. Non, mais attendez, je connais Macron. Oui. Ça veut dire qu'il faut oser dire à Bruxelles, stop. Ça veut dire qu'il faut dire à Bruxelles, je reprends en main mon marché. Ça n'a pas marché. Ça a été fait... J'étais jeune parlementaire en 2002 par Chirac et Jospin. On nous avait promis, au moment de la libéralisation du traité de Barcelone... C'était votre majorité. J'étais contre et j'ai voté contre et j'ai même manifesté avec la CGT et Gaz de France. Alors, vous voyez, j'étais déjà rebelle. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, très vite, depuis 20 ans, de questions. Depuis 20 ans, ça ne marche pas. Oui. On a libéralisé, on a cassé EDF, on est en pénurie. Non, EDF maintenant c'est nationalisé. Oui, on l'a repris. On a repris. C'est après Emmanuel tant Macron. de dégâts. C'est Emmanuel Macron. Là, il a réparé les torts qu'il a fait. Il a eu raison là. Là, il a eu raison. Oui. Bon, Nicolas Dupont-Aignan, sur le suicide de Pascal, je trouve ça, je vous le dis, j'ai entendu la France Insoumise notamment qui s'est emparée de ce suicide de ce boulanger à Marseille. Alors, d'après ce que dit Olivier Grégoire, il n'avait pas de dette fiscale, de dette sociale. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de récupération politique? Vous avez raison là-dessus, il ne s'agit pas de récupérer, je ne l'ai jamais fait. Simplement, je veux dire simplement que les boulangers de France sont dans une situation, je le vois dans ma circonscription. Certains, pas tous. Pas tous ceux qui avaient un contrat fixe à l'avance, sans tir. Mais les autres, quand j'ai vu dans ma ville... J'ai dans ma ville un boulanger, la dernière négociation, c'est 270 € le mégawattheure, ils étaient à 50. Ils ferment. Voilà, ce sont des situations douloureuses. Alors, il ne s'agit pas d'exploiter le suicide de X ou de Y. Oui. Il s'agit de dire... Ça vous a pas choqué à l'Assemblée nationale, quand même, cette... Oui, je suis très franc. De toute façon, ce qui se passe à l'Assemblée... Vous voulez que je vous fasse une confidence, allez-y. Hier, c'était la rentrée, j'étais assis sur mon siège... Et je regardais ce spectacle avec une telle tristesse, parce que j'avais passé du temps dans ma ville,
à écouter les gens, à voir les problèmes. Et j'ai l'impression d'un monde hors sol. Et je me dis, ça peut pas durer 4 ans comme ça. Et c'est pour ça que je recommande, moi, une censure, une dissolution et que les Français votent. Mais parce que vous croyez qu'avec de nouveaux députés, ça sera différent? Non, il y aurait une majorité. Non, c'est pas la société. On ne peut pas, dans un pays en crise, Jean-Jacques Bourdin... Il n'y a pas de majorité, vous le savez bien aujourd'hui en France. Vous n'en savez rien. S'il y avait une nouvelle campagne électorale avec des gens clairs, après ce bazar qu'on vit depuis 1 an, moi je pense qu'on ne peut pas perdre 4 ans. Des urnes. Oui, oui, parce que les Français n'ont pas voulu donner une majorité. C'est les Français qui ont voté, pardon. Mais... Je suis d'accord. Oui. Mais les Français, heureusement, n'ont pas donné une majorité à Emmanuel Macron. Mais maintenant, il faut aller au-delà. On ne va pas passer 4 ans à subir ça. À subir cette ingouvernabilité, ce cinéma permanent des uns et des autres, cette hypocrisie générale. Il faut trancher. Et je dis à mes collègues républicains de l'Assemblée, les députés, je leur dis, vous ne pouvez pas d'un côté passer votre vie à critiquer ce gouvernement et toujours le sauver en ne votant jamais de censure. Mais dites-moi, Nicolas, il y a bien un moment, il faut être clair. Moi, j'ai pas peur du suffrage. Non, mais dites-moi, j'ai un projet clair. Regardez les Européennes, vous parlez des Républicains, mais à droite, vous aurez une liste Zemmour, une liste Bardella, une liste les Républicains, une liste Debout la France, une liste. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autres listes. Attendez, c'est comme Jean-Jacques Bourdin, c'est insupportable. Moi, j'ai mes universités samedi, je proposerai un plan 10 points, un plan 10 points sur l'Europe et dire aux autres, mais arrêtez ces divisions. Les gens ne supportent plus la classe politique. Mais vous allez présenter une liste. Vous allez présenter une liste. Je présente une liste, mais j'espère qu'il y aura une fusion de listes avec des gens raisonnables. Vous êtes prêt à vous effacer? Moi, je veux être dernier de liste. Je veux pas être tête de liste. Donc, vous ne serez pas tête de liste. Je l'ai toujours dit. Liste Debout la France, vous ne serez pas tête de liste. Moi, personnellement, non. On m'a assez vu. Je suis député national. J'ai pas besoin de courir après un poste. Je veux que les patriotes, ceux qui veulent une Europe radicalement différente, on puisse s'unir pour que les Français se disent, tiens, voilà des gens raisonnables qui sont capables de s'entendre. Si on n'est pas capable de s'entendre maintenant, comment on peut s'entendre au gouvernement et comment on peut être crédible en alternance? Mais pourquoi c'est impossible? Mais regardez sur l'immigration, vous avez sur l'immigration, Marion Maréchal, je vais y revenir. On est tous d'accord. Pardon, Marion Maréchal qui soutient Giorgia Meloni et Marine Le Pen qui conteste la politique conduite par Giorgia Meloni. Pardon, mais je vais sur revenir sur l'essentiel. On va revenir après. Je vais revenir sur l'immigration. Mais le budget, donc ça y est, on entre de plein pied dans le budget. Avec, vous allez voter contre le projet de loi de finances publiques. Je vais le lire attentivement, mais vu les orientations qu'il a, je suis très hostile pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a des gaspillages incroyables qui ne sont jamais traités. J'ai écrit un livre où va le pognon, très clair, reprenant des rapports parlementaires. C'est pas l'opinion de M. Dupont-Aignan, c'est la synthèse de rapports parlementaires de droite et de gauche. Il y a des économies à faire considérables. Si on faisait ces économies, on pourrait redistribuer aux Français qui souffrent, sous forme par exemple d'un taux de TVA 0 sur les produits de première nécessité, d'une baisse du carburant, on pourrait réinvestir... Qui est à 5,5 ce taux de TVA. Pas toujours, sur les couches il est à 20% parfois. Sur les produits de première nécessité, pas toujours. Alimentaires notamment, il est à 5,5. On pourrait faire 20 € d'économie sur... Non, j'ai été dans un supermarché, faire le marché avec... Poisson, viande, fruits et légumes, vous verrez ma proposition de loi, non, tout n'est pas 5,5. Presque tout. On peut faire 20 € d'économie sur un marché de 100. Ça, c'est concret. Pardon, mais pour ça, il faut faire des économies de 100 à 80. J'ai fait un marché, je vous enverrai la vidéo. Avec la liste des produits. Je vous l'enverrai. La liste des produits. Donc, on pourrait soulager la peine des Français. Mais pour ça, il faut faire des économies. Vous connaissez mon combat sur les emprunts à taux variable. C'est un peu complexe. Mais quand même, de voir un État... Est-ce que vous empruntez, quand vous achetez une voiture, est-ce que vous empruntez à taux fixe à 3 ou 4%. J'emprunte à taux fixe, oui. Ou est-ce que vous êtes assez fou pour emprunter à taux variable indexé sur l'inflation en zone euro, alors que cette inflation galope et que vous ne savez pas ce qu'elle va devenir? La France va encore emprunter beaucoup en 2024, près de 300 milliards d'euros. Est-ce qu'elle va emprunter à taux fixe ou à taux variable? Elle emprunte depuis Dominique Strauss-Kahn, et ça a été accentué par Macron. C'était 1998. Et depuis Macron en 2017, beaucoup. Elle emprunte 10% de notre dette. 90%. Entre 10 et 15%. À taux variable. Je dénonce cela depuis des mois, parce que on peut comprendre qu'à une époque où l'inflation était faible, on empruntait à taux variable. On peut le comprendre. Mais à partir du moment où on a vu que l'inflation augmentait à partir de 2020, il est complètement suicidaire pour les finances publiques et l'argent des Français d'emprunter à taux variable. J'ai saisi Monsieur le maire, j'ai écrit, j'ai dénoncé,
il continue, c'est un cadeau aux banques de centaines de millions d'euros. Qu'allez-vous faire de plus? Je peux demander une commission d'enquête, on va redemander une commission d'enquête. On est face à un pouvoir, et c'est ça qui est révoltant. Je l'ai écouté hier, monsieur le maire, à l'Assemblée nationale. Les bras m'en tombaient. Quand il s'agit de baisser un peu les prix de l'essence, quand il s'agit de comprendre la souffrance des Français, ils se drapent dans un honneur. Voilà, nous sommes des démagogues. Mais quand il s'agit de rajouter 12 milliards en 2022 pour payer les conneries, pardonnez-moi le terme, de ce gouvernement et de prédécesseurs, pour payer des banques, là, il n'y a pas de souci. Quand il s'agit de laisser les autoroutes racketter les Français pour 3 milliards, les automobilistes, là, il n'y a rien. Quand il s'agit des super profits des pétroliers, il n'y a rien. Il y aura une taxe sur les autoroutes. Il y aura une mini-taxe, alors qu'il faut rompre les concessions. Il y a un rapport de l'inspection des finances qui a été caché pendant 2 ans par monsieur le maire, qui est sorti grâce à une presse libre, je ne sais plus laquelle, et qui dit très bien qu'on devrait rompre ces concessions, qu'ils ont déjà fait leurs profits prévus. Donc, c'est 3 milliards par an de pouvoir d'achat sur les automobilistes, c'est pas négligeable. Donc, on a un gouvernement oligarchique. Ça veut dire quoi, oligarchique? Il défend une oligarchie, c'est-à-dire des gens qui gagnent beaucoup d'argent en ce moment, au détriment du peuple français. Je suis favorable à une taxe sur les super profits? Oui, je l'ai toujours été. Le riches. Capitalisme. Non, attention. Je vais être précis. Oui, non, mais allez-y. Je suis favorable à une taxe sur les rentes. Quand il y a une rente, quand il y a un monopole. C'est-à-dire Je prends l'exemple des autoroutes. Non, mais oubliez les autoroutes. Les particuliers. Alors, sur les particuliers, je pense que les plus riches de France pourraient faire un effort au moment où ils ont tant gagné. Mais comment? Ça peut être une taxe provisoire, ça a été fait dans le passé par des gouvernements de droite d'ailleurs. Au-dessus de... Après, il faut déterminer un prix. Oui. Si vous regardez l'évolution des patrimoines, il y a eu un enrichissement colossal des plus riches de France, lié aux dividendes, lié à la baisse de la fiscalité sur les dividendes. Alors, il ne s'agit pas de dissuader, parce que je peux comprendre que le gouvernement veut que la France soit attractive. Mais est-ce qu'on peut continuer dans un pays où une minorité s'enrichit de manière considérable et qu'une majorité s'appauvrit? Je pense qu'à un moment, ça va péter. Et je pense que un peu de justice ferait du bien. Voilà. Alors, je suis un gaulliste social, j'ai toujours pensé ça. Projet de loi plein emploi. Les bénéficiaires du RSA seront placés sur la liste des demandeurs d'emploi. Ils s'engageront à accomplir 15 à 20 heures d'activité par semaine. Alors l'activité, ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être de la formation, de l'insertion, etc., etc. Vous voterez pour ce texte? Je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, je l'avais eu, donc je ne veux pas dire que c'est mauvais. Moi, je pense que 15-20 heures, c'est un peu trop. Parce que c'est très dur à organiser. J'avais demandé déjà 1 journée par semaine. Mais vous voterez ou pas? Je vais voir le détail du projet. Il est en discussion. On a discuté hier. J'attends de voir les derniers arbitrages. Là aussi, vous pourriez voter ce texte? En tout cas, il va dans le bon sens, mais presque un peu loin. Vous êtes extraordinaire. Moi, je dis ce que je pense. S'il va dans le bon sens, vous le votez. Alors. Ça dépend jusqu'où il va. Oui, mais s'il va dans le bon sens. Mais ça dépend le concret. Moi, je regarde les textes que je vote. Je suis un des rares parlementaires. C'est peut-être pour ça qu'on m'a élu. Non, mais oui, non, mais j'imagine. Vous savez, on n'est pas nombreux. Bon. Ça, vous m'inquiétez, là. Vous m'inquiétez. Hein. Je vote pas comme un robot. C'est pas parce que voilà, les majorités ils votent pour, l'opposition vote contre. Je pense qu'on est des êtres doués d'un cerveau. Voilà, je regarde. Je pense sur l'affaire du RSA. Oui. Soyons très précis. Oui. Je pense qu'une journée par semaine, c'est-à-dire 8 heures par semaine, ça aurait permis de le faire. Les 15-20 heures sont très lourds à organiser. J'ai vu les expériences. Vous savez que c'est testé actuellement dans certains endroits. Tout à fait. Et que c'est extrêmement difficile à mettre en place. Mais ça fonctionne plutôt bien. Hein. C'est une bonne idée parce que de toute façon, je pense que c'était l'esprit du RSA au début. Revenu, d'activité. Donc c'est le rôle de la collectivité de tendre la main et d'offrir quelque chose. La crise migratoire. Un moyen de s'en sortir, je veux dire. Je terminerai avec la crise migratoire. Giorgia Meloni et Emmanuel Macron se sont retrouvés, encore une fois hier, avec la volonté d'agir ensemble pour gérer les flux de migrants arrivés ces dernières semaines. On ne peut pas laisser les Italiens seuls, dit Gérald Darmanin. Solidarité européenne indispensable, répond Giorgia Meloni. Vous êtes d'accord avec elle ou pas? Ça veut rien dire. Tout ça, c'est du pipeau. Ce qu'elle dit ne veut rien dire. Et ça fait 20 ans. Mais ce qu'elle dit ne veut rien dire. Attendez, je vais vous dire. Ça fait 20 ans qu'on nous répète ça. Qu'il y ait des coopérations d'État. Oui, entre la France et l'Italie. Notamment en Méditerranée pour faire la chasse aux passeurs. Détruire les barques des passeurs avant, bien sûr, qu'ils prennent les migrants. Avoir des coopérations avec la Tunisie et la Libye. Je crois aux coopérations.
En revanche, de passer... Difficile avec la Libye, difficile avec la Tunisie. Mais enfin, oui, enfin, on peut. Mais dans le pacte européen, je proposé, ne crois pas un instant à ce pacte européen. c'est ce qui est proposé. Oui, parce que c'est une pompe aspirante, un appel d'air monstrueux, pour une raison très simple, c'est que ce pacte européen aboutit à quoi? Que quand les migrants arrivent en Italie, une partie repart dans les autres pays d'Europe obligatoirement. Ça veut dire qu'on continue la logique qui ne marche pas depuis 20 ans. En supprimant les frontières nationales, on a déresponsabilisé chaque État. Les États de premier accueil n'ont qu'une idée, c'est de laisser passer pour que ça remonte dans les autres. Et c'est le mistigris. Si chacun avait sa frontière comme dans tous les pays du monde, chacun serait responsable de sa frontière et il y aurait davantage de haies à franchir pour les migrants. Donc il y aurait une dissuasion. Par ailleurs, le rétablissement des frontières nationales que je revendique, que je propose, et moi je suis clair là-dessus, j'ai toujours été, s'accompagne pour moi de 2 actions majeures qui sont oubliées. La lutte contre les mafias des passeurs, parce qu'on ne va pas me dire qu'on n'est pas capable, avec les drones, les radars, même de Frontex. Frontex sait tout ce qui se passe. Mais on n'a pas voulu agir, premier point. Et deuxième point, vous le savez Jean-Jacques Bourdin, campagne de 2017, j'ai énormément parlé de l'Afrique dans l'indifférence totale. Le problème du mal développement africain, de la rémunération des matières premières, d'une véritable aide intelligente à ces pays est centrale. Tout le reste, c'est de la littérature. Mais pardon, qui a favorisé la France-Afrique? Qui a envahi, qui a enrichi des dirigeants corrompus en Afrique? Mais oui, et c'est pour ça que j'ai demandé qu'on change. Qui a affamé les peuples? Mais c'est bien la France. Ce sont bien des gouvernements français auxquels vous avez participé à une époque. J'ai jamais été membre du gouvernement et j'ai suffisamment été membre de majorité. Et j'ai été critique là-dessus. Membre de majorité. Je suis le seul homme politique qui a écrit des dizaines de pages sur l'Afrique. Qui ont encouragé la France-Afrique. Jamais moi. Au contraire. Et je suis le seul homme politique qui a essayé de mettre sur la table en 2017. Il fallait quitter le RPR à ce moment-là. Je l'ai quitté, l'UMP, cher Jean-Jacques Bourdin. Oui, j'ai été courageux de le quitter parce que je l'ai quitté juste avant la victoire de Nicolas Sarkozy. Et j'ai été le seul à critiquer l'intervention en Libye. Souvenez-vous. Et j'ai été traîné dans la boue par certains médias parce que je critiquais l'intervention en Libye et M. BHL qui se prenait pour un héros et qui nous a emmenés à la ruine. Donc, vous pouvez pas me dire que j'ai pas été avisé. Et sur l'affaire des migrations, je le dis très clairement, tant qu'on passera par l'Union européenne, par la Cour de justice de l'Union européenne, nous désarmerons, et pour une raison très simple. Madame, les autorités européennes veulent de l'immigration. Madame van der Leyen, dans son discours du 15 septembre, avant l'affaire Lampedusa, 3 jours avant, a dit « Nous avons besoin d'un flot de migrants, de main-d'œuvre ». C'est une hérésie. Il y a des millions de chômeurs français et étrangers dans notre continent. Il faut payer les salariés, il faut arrêter ce mode de développement, de pression à la baisse des salaires. Alors justement, est-ce que les travailleurs sans papier en France qui travaillent, qui ont des contrats de travail, doivent être régularisés? Non. Alors je ne comprends pas votre raisonnement. Parce qu'il y a 500 000 chômeurs étrangers en France. Parce que si vous lâchez là-dessus, vous donnez une pression à la baisse des salaires et vous avez des employeurs peu scrupuleux. On continue à les exploiter. Mais on ne devrait pas les exploiter. Ils devraient être contrôlés. Alors on les licencie. On casse leur contrat de travail. Il faut arrêter l'appel d'air. Si vous continuez à régulariser sans cesse des gens justement, ils ne sont pas régularisés aujourd'hui. Mais vous le savez très bien qu'ils sont régularisés progressivement. Combien de chefs d'entreprise dans votre circonscription vous demandent de régulariser ces travailleurs qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans? Mais excusez-moi, il y a des chefs d'entreprise. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, certains. Mais il y a aussi des chefs d'entreprise sérieux qui payent leurs salariés, qui recrutent des gens légaux. Heureusement, et je refuse qu'on mette le doigt dans l'engrenage de cette baisse des salaires, de cette exploitation esclavagiste qui veut faire venir de la main-d'œuvre bon marché et qui n'emploie pas ceux qui sont sur notre sol. Vous avez 500 000 étrangers qui sont au chômage en France. La priorité, c'est eux. La priorité, ce sont les Français qui n'ont pas de boulot. C'est ça la priorité. Et la priorité, c'est de développer 500 000 étrangers, on les régularise? Non, ils sont régularisés, eux. Ceux qui sont régularisés. Il y a des étrangers réguliers qui sont au chômage. Qui ont un taux de chômage double des Français. Est-ce que vous croyez que c'est normal de continuer à faire venir de la main-d'œuvre quand on en a sur place? Parce que c'est un peu facile. Celle qui est sur place, effectivement, vous avez raison, mais celle qui est sur place, il faut la régulariser. Mais non. Parce que beaucoup, vous le savez très bien,
Beaucoup de ces travailleurs n'ont pas de papier. Au cas par cas, dans certains cas extrêmes, mais il faut être très ferme. Si vous continuez le modèle, vous aurez toujours plus d'immigration non contrôlée, de ghettos, de misère. C'est une hérésie. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu 28 000 morts en Méditerranée et que si on avait su être ferme en sauvant les migrants, mais en les raccompagnant, il n'y aurait pas eu cet appel d'air, pas ces mafias. Donc la vraie générosité, c'est pas celle qu'on croit. Bien, merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan d'être venu nous voir ce matin. Vous réagissez évidemment 0826 300 300. Ce n'est pas compliqué sur l'antenne de Sud Radio. On se retrouve juste après les infos.